Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce premier mardi des Bernardins dédié au cycle L'homme, le travail et l'entreprise, un cycle qui est voué à promouvoir une vision humaniste du travail dans l'entreprise. Le débat de ce soir aura pour thème « Réactivité de l'entreprise et tensions humaines ». Ce débat sera articulé en deux temps forts, un premier temps d'une petite heure environ qui sera retransmise sur KTO et un second temps hors antenne laissé pour un échange libre de questions-réponses entre les intervenants de ce soir et le public de ce soir. Donc, réactivité de l'entreprise et tensions humaines, un thème on ne peut plus actuel de nos jours, on le sait, l'entreprise est condamnée à s'adapter à un environnement qui évolue de plus en plus vite sous l'effet de ses compétiteurs, de ses partenaires, des marchés dans lesquels elle est implantée, des législations, sans oublier les événements qualifiés encore d'exceptionnels du type climatique, sociaux, politiques, mais aussi financiers, événements qui, semble-t-il, arrivent plus fréquemment aujourd'hui qu'auparavant. Dans ce contexte, l'entreprise n'a d'autre choix pour assurer son développement et tout simplement sa survie que de s'adapter et au plus vite. Cette nécessaire activité a des conséquences inévitables sur les hommes et les femmes de cette entreprise. L'enjeu du débat de ce soir est de voir comment l'entreprise peut créer une alliance nouvelle entre les hommes qui la font vivre et la contrainte de profit de la rentabilité qui est la sienne. Autrement dit, quel est le bon partenariat à nouer pour que l'entreprise ne devienne pas à ses dépens, et là je reprends une expression de Roger Fauroux, ancien ministre de l'Industrie, une croqueuse d'hommes. Pour en débattre, autour de moi, j'ai 4 personnalités. À ma droite, que je vais vous présenter. À ma droite, Hubert Dumédil. Bonsoir Hubert Dumédil. Vous êtes président aujourd'hui de Réseau Ferré de France. Vous êtes président de cette entreprise publique créée en 1997 depuis 2 ans. Auparavant, le moins que l'on puisse dire, c'est que votre carrière a été caractérisée par la mobilité, puisque diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez démarré votre carrière au port maritime de Saint-Malo. De là, vous avez gagné Marseille, puis Dunkerque. Vous avez rejoint la capitale en 1993 au ministère de l'Équipement et des Transports. Et puis, en 2001, vous avez décidé de connaître un nouvel environnement puisque vous intégrez le monde de l'entreprise en devenant directeur général d'Aéroports de Paris, entreprise que vous pilotez jusqu'en 2005, date à laquelle vous rejoignez Réseau Ferré de France. Je vous remercie très vivement d'être venu ce soir. À ses côtés, Philippe Lédier. Bonsoir Philippe Lédier. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui et depuis une petite dizaine d'années président d'un groupe papetier, Emma Lédier, spécialisé dans le cartonnage. Un groupe qui a près de 100 ans et dans lequel vous entrez en 1973 alors que vous songiez à regagner Lafarge. Et c'est finalement votre père qui vous a convaincu du bien fondé de rejoindre son entreprise alors même que celle-ci fusionnait avec Emma pour former aujourd'hui le groupe Emma Lédier. Vous y avez gravi tous les échelons, si je puis m'exprimer ainsi, passant de la responsabilité des fusions-acquisitions, la direction financière, puis la direction générale, puis la présidence. Merci d'être avec nous ce soir. À ma gauche, Henri Mial, bonsoir. Vous êtes président d'une entreprise qui a changé tout récemment de nom, qui s'appelle Tal Industrie, une entreprise spécialisée dans les travaux d'impression, pourrais-je dire. Elle compte 400 collaborateurs, réalise 62 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise que vous connaissez de longue date, puisque doublement diplômé de droit et de sciences politiques, vous intégrez une de ses composantes, si je puis dire, Modé Renault, en 1972. Merci d'être là ce soir également. Merci. Et pour finir, Gervais Pellissier. Gervais Pellissier, vous êtes directeur financier d'un grand groupe, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il s'agit de France Télécom, un groupe qui réalise 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie plus de 110 000 collaborateurs,
Vous êtes donc en charge des finances de ce groupe depuis 2006, après avoir occupé différentes fonctions. Toutefois, en tout début de carrière, alors que vous êtes diplômé d'HEC, vous intégrez Bull, une société caractérisée par un historique mouvementé. Donc, les présentations étant faites, je propose de laisser la parole à Philippe Lédier. Philippe, vous avez fait de la résistance un petit peu une marque de fabrique de votre entreprise, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été épargnée par les aléas de la conjoncture économique. Et pourtant, vous nous avez dit tout récemment que pour vous, la réactivité dont a dû faire preuve l'entreprise ne rime pas forcément avec tensions humaines négatives. Je vous laisse la parole. Merci. Encore qu'il y a peut-être un côté surréaliste de parler en octobre 2008 de réactivité de l'entreprise et de tensions sociales, quand on ne sait pas de quoi demain sera fait, comment les tensions financières vont se calmer, ou est-ce qu'elles vont s'exacerber, et comment l'épidémie va se répandre, se propager dans l'économie réelle, pour les entreprises, pour leurs salariés et pour tous les ménages. Mais en fait, c'est peut-être effectivement bien le moment d'exiger des entreprises qu'elles soient réactives et qu'elles essayent non pas de deviner, de prévoir, mais de se mettre en situation de minimiser les risques pour leurs actionnaires, pour leurs clients et pour leurs salariés. Et à ce titre, l'histoire de notre entreprise, que vous avez eu la gentillesse de présenter très brièvement, est jalonnée de besoins de réactivité, de réaction et de tensions sociales qui s'en sont suivies et dont nous avons essayé effectivement de tirer les leçons. Emma Lédier est née en 1975 de la fusion de deux toutes petites entreprises familiales, la papeterie Emma qui fabriquait des emballages en carton ondulé et la papeterie Lédier qui fabriquait le papier matière première du carton ondulé. Chacune était en très bonne santé financière, détenue entièrement par un actionnariat familial et faisait à peu près à l'époque 30 millions de francs de chiffre d'affaires. Mon père et monsieur Emma ont convaincu leurs deux familles que l'union ferait la force et qu'il valait mieux être indépendant à deux que de se faire écraser ou absorber par les grands requins de la profession. Il y avait également une grande idée qui nous a servi et qui nous a menés tout au long de ces 30 et quelques années, c'est que l'autofinancement cumulé serait plus important que la somme des investissements et permettrait donc une croissance organique par l'investissement beaucoup plus rapide. Et donc, la fusion a eu lieu en 1975, et dès 1976, nous mettons en œuvre cette stratégie en lançant un investissement égal à 1 an de chiffre d'affaires, puisque nous avons construit une nouvelle machine à papier, qui était à l'époque la plus grande de France, dont l'investissement représentait 80 millions de francs, alors que nous faisions à peine 90 millions de francs de chiffre d'affaires. Et la vie de l'entreprise s'est poursuivie, rythmée par des périodes de crise cyclique, comme on connaît l'industrie du papier-carton, et par de très gros investissements, soit organiques, soit de croissance externe, pour notre entreprise. Et deux petites entreprises qui faisaient donc moins de 100 millions de francs de chiffre d'affaires en 1975, avec moins de 400 personnes, sont devenues le numéro 2 français et le numéro 8 européen de l'industrie du papier et du carton ondulé, avec un peu plus de 1000 collaborateurs et 360 millions d'euros de chiffre d'affaires, et toujours la même volonté d'indépendance et de croissance par l'investissement, malgré les difficultés. Les grandes étapes, celles qu'on lit sur le site internet, celles qui sont belles et dont on est fier, ça permet très vite de raconter l'histoire de l'entreprise. Donc 78-79, cette première machine à papier, 80 millions de francs d'investissement, je vous l'ai dit. En 83, nous ouvrons notre capital à des actionnaires financiers pour accélérer le développement. En 87, pour accélérer davantage le développement, nous nous introduisons en bourse.
En 89, nous faisons notre première acquisition majeure. Nous acquérons une autre entreprise familiale, Papeterie de Châteauneuf-la-Forêt, qui est nettement plus grosse que nous. Elle fait 500 millions de francs de chiffre d'affaires et elle a 500 salariés. En 90-92, nous construisons une nouvelle machine à papier qui, à l'époque, était la plus grosse du monde. L'investissement représente 820 millions de francs, alors que nous faisons 850 millions de francs de chiffre d'affaires. En 96-97, nous faisons plusieurs acquisitions, un peu moins importantes que celles de tout à l'heure, et nous expérimentons la difficulté d'intégrer des cultures différentes. En 98-99, à cause de divergences stratégiques avec nos actionnaires financiers, nous décidons, les deux familles, de racheter la totalité de notre capital et nous sortons de bourse. Et donc maintenant, nous sommes une société appartenant totalement aux deux familles, comme en 1975, et nous contrôlons entièrement le capital. Et en 2004-2005, nous refaisons des investissements majeurs avec une nouvelle usine d'emballage, une nouvelle machine à papier, 215 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que nous faisons 215 millions d'investissements, alors que nous faisons 240 millions de chiffre d'affaires. Alors ça, c'est le côté très beau, très marketé de la présentation. Mais on peut aussi écrire ces grandes étapes en crise majeure, soit pour notre industrie, soit pour notre filière, soit pour notre entreprise. Et si je les reprends, 78-79, une crise dans la filière totalement imprévue, une révolution technologique qui nous oblige, dans l'urgence, au milieu de la construction de notre machine à papier, d'en réviser totalement les plans techniques et commerciaux, d'arrêter une autre usine et de revoir tout le financement. En 92-93, après la reprise de Papeterie de Châteauneuf-la-Forêt et au moment du démarrage de notre nouvelle machine à papier, crise de toute l'industrie qui anticipe la récession de 1993 dont certains se souviennent sans doute dans cette salle, arrêt brutal des commandes de nos clients au moment où nous devons mettre sur le marché 200 000 tonnes de papier supplémentaires. Il nous faut à nouveau modifier tous nos plans dans l'urgence, fermer une vieille machine à papier, muter une quarantaine de personnes de la Haute-Vienne dans la Drôme et nous séparer de quelques dizaines d'autres collaborateurs. En 96-97, l'évolution de nos marchés nous impose de réfléchir à de nouvelles organisations plus originales pour mieux pénétrer certains secteurs de clientèle. Certaines expériences tournent malheureusement court et nous devons à nouveau, dans l'urgence, faire machine arrière et reconstruire des logistiques abandonnées. En 98-99, là, ça a été extrêmement positif puisque la décision de sortir de bourse et de racheter la totalité de notre capital est une décision qui a été prise en plus grand secret. Sa préparation a été menée par un tout petit commando, mais le jour où nous l'avons révélé au cadre de l'entreprise, c'est-à-dire le jour où nous l'avons annoncé en bourse, ça a suscité un enthousiasme énorme dans tout notre encadrement. Et en 2004-2005, le démarrage des deux nouvelles usines se fait comme par hasard au moment où fond sur nous une nouvelle crise majeure de notre industrie. Les problèmes de l'alimentaire, la vache folle et la listeria sont dramatiques pour notre nouvelle cartonnerie qui était justement destinée au marché de l'agroalimentaire. Et à nouveau, des gros problèmes de surcapacité partout en Europe posent des problèmes graves pour notre papeterie et mettent à mal toute l'économie du projet. Évidemment, je ne vous parle pas de la crise financière que nous vivons aujourd'hui, qui nous oblige à être réactifs chaque matin, mais comme nous n'en connaissons pas encore les conséquences, je ne pourrai en parler que beaucoup plus tard, j'espère. Et donc, chaque étape, nous avons dû réagir dans l'urgence, sans plan de secours, même si par chaque fois nous tentons de prévoir des solutions de repli. Mais ces solutions de repli ne sont jamais à la hauteur des crises que nous traversons. Et cette réactivité frappe obligatoirement au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire à son organisation, c'est-à-dire à ses collaborateurs. Peut-être nous dire en deux mots comment vous avez fait pour minimiser ces tensions humaines. Tout à fait. D'abord, une politique d'investissement aussi téméraire que la nôtre suscite toujours l'enthousiasme des collaborateurs.
Et je peux vous assurer que même le plus anticapitaliste des délégués syndicaux vante toujours le courage et la volonté de sa direction quand il voit que nous nous démarquons totalement des grands groupes internationaux. Alors quand il s'agit de réorienter nos objectifs, nous trouvons toujours des oreilles attentives, même si c'est derrière un langage officiel, dur et marqué. Et deuxièmement, la transparence que nous essayons de mettre à chaque fois dans l'évocation des difficultés économiques que nous traversons nous a révélé souvent de très très belles surprises. Et c'est pour ça que je parle effectivement de tensions sociales positives. En 1978, quand nous avons décidé de fermer une usine dans l'urgence, nous avons donc annoncé en comité central d'entreprise cette fermeture et le licenciement de tout le personnel de cette usine. Et après, nous avons évidemment proposé de réembaucher ce personnel en priorité lorsque la nouvelle machine à papier qui était en construction démarrerait. Et après moult discussions, on a eu la surprise de voir les représentants du personnel proposer que tout le personnel de l'entreprise voit son salaire réduit de 10% pendant 10 mois contre l'absence de licenciement. Et donc, 400 personnes ont accepté de baisser leur salaire de 10% pour éviter 40 licenciements. Et à ce moment-là, nous avons vécu effectivement une période exceptionnelle de paix sociale et d'engagement pour l'entreprise. Philippe Léguier, pardonnez-moi de vous interrompre maintenant et peut-être de garder les autres histoires pour la suite, puisque le temps passe. En tout cas, merci pour ce témoignage très étayé. Cette caractéristique ne tient-elle pas au caractère de votre société, qui est une société familiale, privée, avec un nombre encore gérable de collaborateurs? Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour une personne à la tête d'un grand groupe de penser en tensions humaines non négatives? Gervais Pellissier. Sont probablement les mêmes. Elles ne s'expriment pas obligatoirement de la même façon. Maintenant, les histoires des entreprises ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais dire deux mots de Bull et je reviendrai sur France Télécom. Bull est une entreprise qui a été dans un secteur d'activité où je rappelle que tous les équivalents de Bull en Europe ont disparu, Bull étant le dernier à survivre, mais certains s'en souviennent, Siemens, Olivetti en Italie ou ICL en Grande-Bretagne ont disparu avant Bull. Les entreprises dont la restructuration a été permanente depuis sa nationalisation en 1982. Et moi, j'ai surtout conduit la dernière période de restructuration de 2001 à 2005. Et là, je dois dire que les tensions étaient quand même relativement apaisées, même si la situation était grave, parce que je crois que le personnel et l'ensemble des collaborateurs avaient conscience que l'entreprise jouait sa survie. Et dans ces moments-là, d'une certaine façon, il reste des tensions. Mais moi, je suis allé à plusieurs reprises à Bruxelles plaider le dossier de Bull, accompagné de mes délégués du personnel. Donc on a une cohésion dans ces moments-là parce que l'entreprise joue sa survie et d'une certaine façon, ces crises graves aident à renforcer la cohésion de l'entreprise. Alors que si je fais la transition avec France Télécom est une entreprise qui va globalement bien, mais dont la grande difficulté ou le grand défi a été de transformer un service public en service concurrentiel. Je rappelle que, à la différence d'ailleurs des autres monopoles d'État, cette entreprise a quasiment toujours été une administration, puisqu'elle a été nationalisée dès 1889, alors que la SNCF, l'EDF, tout ça sont dans les grandes nationalisations de 36, et avait gardé une culture d'entreprise, y compris dans leur structure interne, dans leur pilotage de gestion. France Télécom, c'était la Direction générale des télécommunications, un ministère, et qu'il a fallu transformer en entreprise. Et pourquoi? Non pas parce qu'il fallait transformer ça en entreprise, mais parce que on avait décidé d'ouvrir à la concurrence le secteur des télécoms. Et là, les tensions se sont manifestées. Alors, le public a surtout en tête la fameuse tension de la crise financière de 2002, après les rachats massifs faits au moment de la bulle des télécoms, rachats d'Orange, de Mobilcom, de NTL en Angleterre, qui ont conduit France Télécom quasiment à la faillite financière. Mais ça n'a pas vraiment été les tensions vis-à-vis du personnel. Les tensions vis-à-vis du personnel, c'est de transformer quelqu'un qui est dans un guichet, dans une agence de France Télécom, en vendeur. C'est-à-dire de passer du statut
de donneurs de conseils, quitte à ce qu'il y ait quand même une petite facturation de l'abonnement téléphonique, parce que le téléphone n'a quand même jamais été gratuit dans ce pays, même du temps où c'était une administration, mais de transformer en fait le personnel et les collaborateurs d'un rôle, je dirais, de service public à un rôle d'employés d'une entreprise commerciale ayant à se battre contre la concurrence. Et ça a généré des tensions qui ont globalement été bien conduites, puisque la privatisation de France Télécom s'est faite quasiment sans à-coup social par rapport à d'autres grandes privatisations. Et je vois par exemple la dernière grève du secteur public, nous avions 7% de grévistes. On peut dire que globalement tout ça est un peu derrière nous. Il n'en demeure pas moins que dans l'équilibre d'aujourd'hui, il y a encore 70 000 fonctionnaires, 30 000 agents contractuels, donc agents à statut du secteur privé, et puis 80 000 employés hors de France. Il ne faut pas oublier que vous avez dit 110 000 tout à l'heure, on est presque 200 000 au total, donc il y a presque une moitié qui est hors de France. Et là, les tensions sont à gérer entre ces différents groupes de personnes, et ce qui est plus difficile à gérer, c'est la mutation des métiers. Je crois que les tensions longues, mais relativement peu fortes, induisent aujourd'hui du stress. Un problème que vivent une partie des grandes entreprises, c'est on surveille par exemple le taux de suicide. Vous avez vu les affaires de Renault, mais on a aussi quelques suicides chez France Télécom. Donc la pression, c'est plutôt la pression montante sur la productivité qui induit cette situation de tension qu'un à-coup lié aux besoins de restructuration parce que l'entreprise est en train de disparaître. Nous reviendrons sur certains des éléments de vos propos plus tard, mais je rebondis sur ce que vous disiez sur le secteur public. Alors, in fine, justement, si on en juge par certaines grèves mémorables dans le secteur public, est-ce que le secteur public ne serait pas soumis à une plus difficile équation entre réactivité et tensions humaines? Qu'en pensez-vous, Hubert Duménil? C'est sûr que le secteur public et les entreprises du secteur public ont un profil, une culture, une histoire qui les différencie sensiblement. On parle parfois de grands fossés qui séparent ceux qui vivent dans l'économie réelle et qui sont soumis aux aléas, aux risques, aux tensions, aux perturbations qu'on vient d'évoquer, et ceux au contraire qui vivent dans une sorte de long fleuve tranquille parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils ont un statut, parce qu'ils ont une position sociale qui les protège. Alors, je crois qu'il faut bien distinguer ce qui relève de la grève et ce qui relève des tensions. La grève, c'est une expression d'une tension. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de grève qu'il n'y a pas de tension. Et j'ai presque dire aussi, ce n'est pas parce qu'il y a une grève qu'il y a forcément une tension. Alors ça peut paraître paradoxal, mais la grève est une pratique de la relation sociale répandue largement dans le secteur public, très peu répandue et pour cause dans le secteur privé, parce qu'on ne peut pas se permettre sans doute les mêmes choses. Et donc, il y a une histoire, on ne sait pas le lieu d'en parler aujourd'hui, il y a une histoire de la relation sociale au sein de l'entreprise publique. La grève a été un moyen d'expression, pour une part, de tensions réelles, pour une autre part, ça a été une autre manière de dire des choses qui ne sont pas forcément toujours le reflet de ce que l'ensemble des personnes sentent. Et d'ailleurs, on voit bien que ce sujet est en train d'évoluer très sensiblement, puisque le niveau des grèves dans le secteur public en France diminue de manière très nette. Et vous avez vu qu'à l'occasion d'événements récents, des organisations syndicales, au fond, à la différence du passé, sont obligées maintenant de tester, j'allais dire, la capacité à lancer un mouvement, parce que la population, les salariés, le public en général, ne suit pas forcément un mouvement parce que le mot d'ordre a été lancé. Donc moi, je ferai cette différence. Donc les grèves, une pratique fréquente dans le secteur public, encore plus dans certaines entreprises du secteur public que d'autres, d'ailleurs. La situation est très inégale. On dit que la SNCF bat tous les records en la matière et je pense que tout le monde est bien placé pour le savoir. En revanche, il y a des entreprises du secteur public qui ne font jamais grève. La petite entreprise que je dirige en ce moment ne sait pas ce que c'est qu'une grève, elle ne l'a jamais fait. Donc ne généralisons pas, voyons l'évolution historique, le poids de l'histoire est très important, la pratique de la grève dans le secteur public est quelque chose de très fort en France. Ça n'est pas forcément le seul moyen de mesurer la notion de tension dans ces mêmes entreprises. La deuxième idée que je voudrais évoquer, c'est qu'il y a une capacité de réactivité dans le secteur public qui n'est pas nulle. Je voudrais donner deux exemples. On vient d'en entendre un. J'avais plaisir à raconter le parcours qui a été fait par France Télécom, qui est tout à fait impressionnant. Quand on imagine qu'en quelques années, voilà un ensemble de personnes qui sont passées d'une position de fonctionnaires, mais alors des vrais fonctionnaires, voilà, au sens plein du terme, à une entreprise, un groupe international,
complètement engagés dans une sorte de compétition, je dirais, qui lutte contre les autres avec les mêmes moyens, les mêmes règles, les mêmes contraintes, et peut-être avec des atouts qui lui sont propres. Donc ce parcours de changement est considérable, et ça a été fait finalement avec une succession d'étapes qui ont été acceptées. Deuxième exemple que je voudrais donner peut-être pour nuancer le propos, c'est qu'il y a dans certaines entreprises publiques une capacité de réaction en cas de crise qui est tout à fait étonnante. Je voudrais rappeler la manière dont EDF s'est comporté quand il y a eu la fameuse grande tempête, où en situation de désastre, l'ensemble du personnel, je dirais, c'est donné, on peut dire, c'est donné à son entreprise et, je dirais, nuit et jour, sans limite, s'est montré disponible pour, dans une espèce de générosité assez remarquable, pour, au fond, faire face à cette situation et réagir de manière positive. Donc il ne faut pas dire que le secteur public ne serait pas capable de réagir ou qu'il réagirait de manière purement négative ou uniquement par des tensions. Et puis la dernière idée que je voudrais évoquer, c'est que la notion de tension est relative. Quand vous êtes secoué à longueur de temps par une succession d'événements, vous supportez différemment ces tensions que quand vous avez été pendant longtemps dans une situation de grande stabilité, vous êtes convaincu que vous avez l'éternité devant vous parce que vous êtes rentré dans une entreprise immuable, un monopole qui bougera jamais. Et quand on commence à dire qu'il pourrait y avoir peut-être un petit changement dans l'organisation du travail ou commencer un quart d'heure plus tard ou un quart d'heure plus tôt, tout s'arrête parce que c'est totalement insupportable pour la population concernée. Donc on y reviendra peut-être ensuite. Ce que je voudrais montrer, c'est que ce secteur public qui a vécu longtemps dans une très grande stabilité protectrice pour l'ensemble de ses salariés, réagit aux évolutions nouvelles de manière différente en fonction de l'habitude qu'il a ou qu'il n'a pas à ce changement. Et donc l'un des grands problèmes que nous avons dans le secteur public en France, ça a été d'habituer depuis quelques années l'ensemble des salariés du secteur public que le changement, c'est pas uniquement pour les autres, les évolutions, c'est pas uniquement pour les autres, et que eux aussi, comme toutes les composantes de la société, doivent prendre leur part d'acceptation du changement et de réaction à l'environnement. Mais ceci est une autre histoire. Merci Hubert Duminil pour ce propos. Alors, il semblerait donc que les tensions limitées découlent d'un comportement managérial adapté. Et Henri Mial, en me rappelant l'histoire de votre groupe, vous m'avez présenté quelques caractéristiques. Est-ce que vous pouvez nous le faire partager ? Écoutez, je vais être extrêmement bref concernant la présentation de l'entreprise. Simplement dire qu'elle appartient au secteur des arts graphiques, que ce secteur a employé il y a 15 ans 100 000 personnes et aujourd'hui elle en emploie 35 000. Quant à notre entreprise, elle a toujours le même effectif et elle a vécu 3 mutations technologiques majeures et une fusion-acquisition qui a été pour nous un très lourd problème. Alors quelle est la conclusion que je tire de cette expérience sur une trentaine d'années ? L'enseignement que je tire, c'est d'abord que pour faire des mutations, il faut un management qui ait une légitimité, c'est une certitude. Et sans légitimité, il n'y a pas beaucoup de futur. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider par des spécialistes de gestion de la crise. Non pas du tout pour leur remettre le problème entre les mains, mais pour faire en sorte qu'ils puissent nous épauler à un moment où il y a beaucoup de tensions et surtout beaucoup d'informations à absorber et à gérer de manière à avoir la meilleure réactivité possible. Alors une fois qu'on a ces deux éléments-là, lorsque l'on décide de lancer l'action, il faut parler clair, parler des problèmes, des enjeux, des solutions envisagées. Il ne faut certainement pas louvoyer face aux difficultés. Il faut annoncer la couleur. Et une fois que l'on a fait ça, il faut rentrer en dialogue avec évidemment les représentants de l'entreprise, des salariés de l'entreprise, mais aussi rentrer en relation directement avec les salariés par tous les moyens possibles, soit des réunions directes, soit des courriers personnalisés envoyés, faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'explications et encore des explications et toujours des explications, et ceci dans le but de faire en sorte de s'adresser et à la raison et au cœur. Chaque personne est un être complet et il mérite d'être à la fois adressé et au niveau de son intelligence et au niveau de son affectif. Et lorsque l'on arrive à maintenir ce lien, c'est déjà un pas important qui est constitué.
Alors, une fois que l'on a fait ça, il faut ensuite, de mon point de vue, gérer le temps. Gérer le temps de la mutation, de la crise. Et j'ai observé qu'il y avait à peu près 5 étapes. La première étape, c'est que face à l'annonce, face au choc, la première réaction, c'est de nier la réalité. Et le management, par exemple, va très facilement dire non, c'est pas possible, les comptes qu'on vient de nous remettre, il y a une erreur sûrement de la direction financière, etc. etc. Le personnel va dire non, c'est pas possible, regardez, on vient d'investir, regardez, on a fait des heures supplémentaires, regardez, on embauche des intérimaires, etc. Donc autant d'éléments qui sont là pour nier la réalité et se rassurer. Puis ensuite vient une deuxième phase qui est celle où l'on accepte de dire qu'il y a une crise, qu'il y a un problème, mais on refuse de se remettre en cause soi-même. On recherche une cause extérieure à l'entreprise. Alors pour le management, c'est très couramment la faute de l'État, la faute de la concurrence, la faute de la mondialisation, la faute, etc. etc. Et pour le personnel, c'est souvent la faute du management qui n'a pas su prévoir, et tout ça en un seul mot. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est qu'on accepte évidemment la réalité et on... Excusez-moi. Comment la traite-t-on alors, cette réalité ? Comment la traite-t-on, cette réalité, une fois acceptée ? Une fois qu'elle est acceptée, comment dirais-je, quels moyens mettons en œuvre, Donc à ce moment-là, il y a une émotion, un peu comme celle que je peux voir maintenant, n'est-ce pas ? Et le réel, à ce moment-là, submerge la réalité de l'entreprise, submerge les systèmes de défense qui ont été mis en place à cette occasion. Et la réalité donc s'impose brutalement. Et là, on vit dans un moment souvent de dépression au niveau de l'entreprise. On va dire que souvent on entend dans les ateliers, dans les bureaux, on est foutu. Puis vient une quatrième phase qui est le fait que l'on n'accepte pas qu'il y ait des injustices liées à cette restructuration. Et là, on rentre dans une phase qui peut être une phase de violence. Et c'est à ce moment-là que le conseil extérieur peut être un élément majeur. Parce que dans ce face-à-face qu'il y a entre le management et l'entreprise, ce conseil extérieur est un moyen de maintenir le dialogue, est un moyen d'écouter les uns et les autres et faire en sorte que les axes de négociation, les actes du possible s'ouvrent. Et puis, si on passe cette étape, on s'aperçoit souvent que la cinquième phase est une phase beaucoup plus positive, où on se met à raisonner ensemble et les adversaires d'avant deviennent les collaborateurs d'un projet nouveau sur un futur qui est accepté. Et ces 5 étapes, j'ai été frappé de constater que on retrouvait cette analyse dans des manuels de réflexion liés aux problèmes posés par la mort ou par le décès de quelqu'un. Et on retrouve les mêmes 5 étapes. Et je crois qu'il y a un lien entre les deux, parce que dans le cas de la mort, il y a effectivement la rupture d'un lien. Et dans une entreprise, c'est une somme de relations et beaucoup plus importante qu'on ne le pense pour chaque salarié. Et lorsque l'on touche à ces liens, eh bien c'est pour une part une espèce de mort. Et il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Et ça demande de l'expérience et du recul. Merci Henri Mial pour votre témoignage. Vous me faites tout d'abord penser à Kant qui disait d'agir de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne comme en tout autre, toujours et en même temps comme une fin et non simplement comme un moyen. De vos propos, je déduis aussi la nécessité de prévoir pour les entreprises, c'est la responsabilité clé du management, mais est-ce que c'est si facile aujourd'hui de prévoir ?
Gervais Pellissier, vous qui êtes... Non, c'est pas du tout facile de prévoir. Ça l'était déjà pas. Parce que, bon, on est tous polarisés par la crise financière aujourd'hui. On oublie la crise de la sidérurgie il y a 25 ou 30 ans, des industries papetières ou de l'imprimerie, comme vous l'avez indiqué. Donc il y a des secteurs en restructuration permanente. Et d'une certaine façon, la finance est en train de vivre aussi ce que d'autres ont vécu avant. Donc la prévision a jamais été facile. On croit qu'elle est facile quand tout va bien, parce que évidemment on est content d'avoir réussi. Donc on se dit que la prévision est facile. Je crois que ce qui est important, c'est pas tellement d'améliorer la prévision, parce qu'on va pas l'améliorer. Je crois qu'on peut se donner des outils pour capter plus rapidement les événements. C'est-à-dire que plutôt que d'améliorer la prévision, c'est d'essayer d'être le plus rapidement possible au contact du réel, de pouvoir un petit peu plus gagner un petit peu de temps. Mais je crois que ce qui est plus important pour les équipes de management, et probablement plus encore pour les collaborateurs, c'est d'être capable de s'adapter. C'est ce que disait tout à l'heure Hubert Duménil, mais je crois que ces messieurs le disent aussi. Je crois que alors c'est facile à dire comme ça, mais je crois que on a longtemps parlé de la flex-sécurité, de la flexibilité. Alors je ne veux pas rentrer dans ces concepts, mais je crois que derrière ces concepts, il y a quand même quelque chose qui est que le mode de vie dans l'entreprise d'aujourd'hui, je crois qu'il est un peu illusoire de dire qu'on va rester dans le même poste pendant plus d'une décennie dans la même entreprise. Je crois que ça, c'est une donnée qui n'existe plus et qui n'existera plus. Et en plus de ça, on restera probablement pas dans la même ville ou pas dans le même pays. Enfin, je crois que tous ces éléments-là sont des éléments qui sont devenus variables pour deux raisons. Déjà parce que la durée de carrière, maintenant, avec l'allongement de la vie humaine pour tout le monde, est beaucoup plus longue. On avait autrefois, je vous rappelle, des gens qui partaient en retraite dans certaines professions beaucoup plus tôt. Donc globalement, on a une durée de carrière beaucoup plus longue. Et donc, il faut avoir en tête que c'est quelque chose qui va bouger. La deuxième chose, c'est que dans son métier lui-même, ce qui est le plus important, c'est de rester ouvert sur ce qui se fait autour de soi dans l'entreprise et dans les entreprises d'à côté. Alors là, encore une fois, c'est facile à dire quand on est en haut de la pyramide, mais je constate... Moi, je suis frappé quand je vais dans les boutiques de France Télécom et non plus dans les agences, même s'il y a encore des endroits où ça s'appelle les agences, on va dire dans les boutiques Orange et plus dans les agences France Télécom, de voir que les vendeurs qui sont parfois des fonctionnaires. Moi, j'ai une boutique à Saint-Brieuc où il y a la moitié de jeunes à mi-temps qui sont étudiants à l'université de Saint-Brieuc, l'autre moitié qui sont des employés de France Télécom qui ont 30 ans de métier et qui ont le statut de fonctionnaire. Et quand on voit l'ensemble de cette équipe, ils regardent ce qui se passe chez SFR à côté, ce qui se passe dans le centre Carrefour, comment les ventes sont organisées. Donc il y a une attention à l'environnement. Et je crois qu'un des devoirs des équipes de management, c'est de permettre à nos collaborateurs, à nos collègues, de s'ouvrir le plus possible à l'extérieur. Parce que c'est ça qui permet à soi-même, à l'être humain, je pense, de changer et de s'adapter un peu plus facilement au changement, en particulier quand il s'agit de changements progressifs. Parce que je crois qu'il y a deux choses à gérer. Il y a les restructurations lourdes, où là, on sent le danger. Et puis, il y a le danger qu'on ne sent pas complètement. On sent qu'il est là, on sent que les choses s'effritent un petit peu. Et ça, c'est très insidieux pour le moral des équipes. Parce qu'on a beaucoup de mal, quand on est à la tête d'une équipe qui vit ça, de faire comprendre que le danger est plus important que ce qu'ils perçoivent. Donc la négation est beaucoup plus forte encore que dans le cas de mort brutale, on va dire. Et derrière ça, les gens se sentent pas prêts du tout. Donc ça, c'est probablement un des efforts les plus importants qu'on a à faire. C'est pas tellement d'améliorer les prévisions, c'est d'améliorer la capacité de réaction par rapport au réel. Donc à vous écouter, ça dépend tant du management qui doit donner les moyens à ses salariés de s'ouvrir à l'extérieur et d'entrer en résonance avec l'entreprise, de lui faire partager ses avis, que des salariés eux-mêmes qui doivent adopter. Donner les moyens aux salariés, c'est aussi les écouter, c'est aussi les accompagner, c'est aussi avoir la bonne structure de management intermédiaire. Alors, est-ce que c'est facile dans toutes les structures de réunir tous ces paramètres et quel bilan pouvez-vous en dresser? Bien sûr que c'est pas facile. Sur la question du prévoir, donc la question c'est comment les salariés ressentent finalement la succession des événements qui les impactent en fonction de leur caractère plus ou moins prévisible. La direction aurait dû le savoir, la direction aurait dû nous prévenir, on entend souvent ça. Vous dites est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Non, c'est évidemment plus difficile puisqu'on voit bien que le monde change de plus en plus vite. Alors il me semble qu'au moins il y a une chose, c'est que les salariés attendent de nous déjà qu'on prévoit ce qui est prévisible quand même.
parce qu'il y a quand même des erreurs dans l'histoire des entreprises. Il y a des fois des choses qui sont d'évidence et qu'on ne veut pas voir. Parce que dirigeant d'entreprise, on a fait un choix, qu'on est persuadé d'avoir raison, et qu'on voit des histoires invraisemblables. Vous voulez, je ne veux pas citer de nom, mais je pense une grande entreprise américaine dans le domaine de la photo, vous voyez, pour me rapprocher un peu. Il semble que la bonne vieille pellicule que moi je continue à utiliser pour prendre des photos, ça n'est pas un grand avenir. Vous voyez, le rouleau et que le numérique, c'est quand même en train d'arriver. Il me semble que depuis quelques années, on devait pouvoir prévoir que le numérique allait assez largement se répandre. Donc, on se trompe. Et donc, ce que les salariés attendent de nous, c'est qu'au moins, quand les choses sont assez prévisibles, qu'on essaie de les voir. Ce qui est difficile, par contre, et c'est la question que vous posiez, mais c'est tout l'art du management, c'est de combiner une volonté forte de choisir un cap. En tant que dirigeant d'entreprise, j'ai une stratégie, je fais un choix, et ce choix s'appuie sur des prévisions. Je pense que les marchés vont évoluer comme ça, et donc je choisis de les aborder comme ça. Donc ça, il faut que je le dise pour entraîner mon entreprise sur ce choix. Et en même temps, il faut que je reconnaisse que, l'avenir n'est pas certain, que deux, je vais recevoir un certain nombre d'événements qui vont me mettre par terre, et donc je vais devoir naviguer à vue. Si vous dites à l'ensemble de vos salariés, je ne sais pas de quoi demain sera fait, donc je suis dans le doute, et ne sachant pas ce qui va se passer, je ne sais pas non plus ce qu'il faut faire, vous n'allez pas aller très loin. Donc je trouve que moi, ce qui est vraiment difficile, et peut-être encore plus aujourd'hui, c'est de combiner une vision de l'avenir qui sert de fondement à l'élaboration d'une stratégie d'entreprise qui va vous permettre d'entraîner les gens vers un projet, de combiner ça avec le fait que les événements, évidemment, vont malmener en permanence votre choix, et donc vous devez ensuite réagir, corriger, voire remettre en cause. Dans cette espèce de contradiction permanente entre le volontarisme qui fixe le cap et puis la flexibilité, je reviens à ce qui était dit tout à l'heure, excellemment, je trouve, par Henri en particulier, c'est que la sincérité du dirigeant, c'est-à-dire le fait qu'il se présente avec ses forces, avec ses talents, mais aussi avec ses faiblesses, est un élément déterminant. Nos salariés, si je peux dire, nous pardonneront de nous tromper s'ils ont le sentiment, j'allais dire, qu'on s'est trompé avec sincérité. C'est-à-dire qu'on a eu la volonté de réussir, qu'on les a entraînés dans un choix qui n'était pas un caprice, mais qui était fondé, dont on s'est expliqué avec eux. Je pense qu'ils acceptent qu'on puisse se tromper. Il y a une chose qu'ils n'acceptent pas, je crois, c'est qu'on ne soit pas sincère. Ils n'acceptent pas qu'on les trompe, eux. Et donc on les trompe. Ils acceptent que l'on puisse se tromper, oui. Mais ils n'acceptent pas que l'on ait pu leur raconter des histoires auxquelles on ne croyait pas. Je partage tout à fait votre point de vue. Voilà, ça, je crois que c'est vraiment la clé, et ce qui nous fait réfléchir à nous en tant qu'être humain et peut-être aussi en tant que chrétien, c'est au fond comment l'être que je suis avec ses talents, on en a quand même quelques-uns, mais aussi ses faiblesses et ses limites, comment se présente-t-il devant ses collaborateurs quand il faut qu'il leur dise soit on y va parce que c'est ce qu'il faut faire, soit désolé, ça va mal, il faut fermer. Et partager leurs émotions et en avoir nous-mêmes, ce qui était évoqué à l'instant, c'est se présenter devant eux avec ce que nous sommes. Et il me semble que cette dimension profondément humaine de la relation managériale avec l'ensemble des salariés n'apporte pas évidemment la réponse, il n'y en a pas, mais au moins je pense que j'avais presque un point de passage obligé pour que cette relation entre nous et les salariés n'explose pas au moment où on rentre dans les mauvais jours, et qu'on sache passer des beaux jours aux mauvais jours en faisant résister cette relation, j'allais dire, aux tempêtes qui se suivent. Très concrètement, peut-être pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, quels sont les outils que vous mettez en œuvre dans vos entreprises respectivement pour justement que ce lien ténu, management salarié, même lorsqu'ils sont à 10 000 km du siège social, soit préservé, soit renforcé, soit amélioré? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques que vous avez mises en œuvre, justement, conscient de ce souci que l'homme qui travaille dans votre entreprise en tire une reconnaissance, une satisfaction aussi, puisqu'il est là dans un objectif bien précis, et le fait que vous êtes une entreprise et qu'il y a 36 événements qui peuvent vous arriver et que vous n'avez pas toujours pu prévoir. Oui, nous n'avons pas 10 000 kilomètres, nous en avons heureusement beaucoup moins, et ça nous permet effectivement d'abord d'avoir une politique de très grande transparence dans l'information et la communication interne. Deuxièmement, ça nous permet d'avoir une très grande proximité avec l'ensemble de nos collaborateurs. Chaque membre du comité de directeur du groupe est extrêmement fréquemment dans toutes les usines du groupe.
Moi-même, j'ai plaisir à m'y rendre au minimum une fois par trimestre et chaque fois faire une réunion de tous les cadres du groupe et une fois par an une assemblée générale de tout le personnel de chaque usine. Troisième point, et là je vais rejoindre M. Duménil, c'est la fermeté sur les objectifs. Quand l'objectif est fixé, il faut effectivement qu'on le tienne absolument, mais ça suppose à ce moment-là la souplesse dans les moyens et la discussion pour mettre en œuvre les moyens pour atteindre cet objectif, à condition que les moyens ne prennent pas le pas sur l'objectif. Mais tout ça, je le dis quand même avec beaucoup d'humilité parce que je pense qu'il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre la vision stratégique géniale et l'entêtement suicidaire. Gervais Pélissier. Dans une entreprise de presque 200 000 personnes, c'est un peu difficile d'aller à la rencontre de chaque collaborateur. Et je ne suis pas sûr qu'on y réussisse parfaitement. Je crois que ce qui fédère l'entreprise, c'est déjà le métier. Je disais, le métier des télécoms est un métier, pour les gens qui y travaillent, qui est considéré comme un métier extrêmement noble et avec un attrait, y compris des gens qui ne sont pas techniciens comme moi, pour ce métier. Je crois que ça, c'est le premier point très fédérateur dans l'industrie. Ce qui n'est pas vrai obligatoirement dans toutes les industries. Je pense que c'était nettement moins vrai, par exemple, dans l'informatique d'où je viens. Deuxième élément, c'est évidemment d'utiliser les outils de communication, mais alors avec une grosse différence avec M. Lier, c'est que nous ne pouvons pas être transparents dans l'absolu, puisque quand on a 100 000 employés dans un pays comme la France, si on est transparent, ça veut dire que c'est une information qui devient publique. Toute information qu'on communique à plus de 20 de nos employés, et même sur le plan de la réglementation boursière, aujourd'hui on la traite comme une information publique. Dès qu'on dépasse le cadre du comité exécutif, on considère qu'on est dans l'information publique. Ce qui veut dire qu'il faut à la fois être transparent et en même temps c'est une transparence dosée. Je suis désolé de le dire comme ça. On peut pas tout dire et mettre tout sur la table publiquement, puisqu'on va avoir un retour, en particulier à travers les organisations syndicales, dans la presse ou à la télévision, avant même que nos cadres dirigeants soient informés. En particulier, un des grands enjeux de la communication des entreprises comme les nôtres, c'est la communication avec les comités d'entreprise, où on s'aperçoit qu'on a tendance à beaucoup communiquer avec les comités centraux et sa propre ligne de management n'est pas informée. C'est-à-dire que les délégués syndicaux ou les représentants au comité reviennent dans les structures et savent beaucoup plus de choses que le chef. Donc là, ça c'est un des gros problèmes qu'on a à traiter, sur lequel on travaille. Donc on essaie d'avoir une communication qui est descendante assez rapide. En particulier, quand on annonce les résultats, je communique à la presse le matin et aussitôt j'enchaîne avec les 1000 principaux cadres de l'entreprise, donc dans la demi-heure qui suit, de façon à ce qu'ils soient les premiers informés aussitôt qu'on a lâché publiquement l'information par communiqué. C'est ce qu'on essaie de faire. Et derrière, on s'efforce, je dirais, de fédérer autour de projets. Et puis alors après, on a tous les outils de rattrapage de grands groupes comme les nôtres, en particulier en France, avec un observatoire du stress au comité, au CHSCT, et des cellules d'écoute, parce qu'on se rend compte que la communication, et vous parliez d'ailleurs d'intervenants extérieurs, à un moment donné, quand il y a trop de tension, la ligne de commandement ne peut plus satisfaire à l'objectif et il faut trouver un médiateur au sens noble du terme et pas uniquement au sens galvaudé de tous les médiateurs qui peuvent être nommés partout, même si c'est souvent ce rôle-là qui joue aussi, mais un médiateur qui va servir à renouer le contact avec le salarié ou le groupe de salariés qui est en difficulté. Voilà un petit peu comment on essaie de communiquer, sachant que bien évidemment la logique d'avoir une vision, c'est très important. Si on est dans le même métier, c'est aussi pour y réussir et donc la vision dans le métier évidemment est fédératrice. Henri Mial, il ne nous reste plus que quelques minutes. Souhaitez-vous nous dire dans votre entreprise comment ça se passe? Oui, le problème que vous évoquiez à l'instant, qui consiste à avoir à gérer deux lignes de communication, l'une avec les syndicats, les représentants du personnel, et l'autre avec son encadrement, se retrouve dans une modeste entreprise de 400 personnes où le même sujet doit être traité et qu'effectivement il est très très mauvais lorsque que le délégué syndical en sache plus que le cadre qui dirige l'atelier ou dirige l'usine en question.
Donc c'est un point que l'on retrouve, me semble-t-il, partout. Sans doute. Hubert Duménil, le mot presque de la fin. Écoutez, au fond, notre sujet, c'est savoir comment on peut permettre aux salariés d'une entreprise de comprendre et peut-être d'accepter ou de supporter en tout cas des situations de changement qui peuvent les impacter durement dans leur vie professionnelle ou même dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. Il me semble que dans ce qu'on a dit, il y a un point très important, c'est que les choses reposent largement sur la qualité du dialogue entre les salariés et leur direction, avec deux situations très différentes. Il y a la situation d'une entreprise dans laquelle la direction incarne l'entreprise parce qu'elle en est propriétaire, parce que c'est la famille, et que la taille de l'entreprise permet à l'ensemble des salariés de connaître les patrons et d'avoir un lien parfois presque affectif avec eux. Et puis à l'autre bout, si je peux dire, la très grande organisation qui pose des problèmes de dialogue d'une toute autre nature et de lien entre l'ensemble des salariés et la tête de l'entreprise. Donc, ce qui me paraît très important pour que les salariés puissent comprendre le mieux possible ce qui se passe et puis s'y préparer, voire même le supporter, c'est que ceci passe largement par la qualité de ce dialogue. Avec, suivant les cas, donc le dialogue direct et dans les grandes entreprises, le dialogue par les intermédiaires, que sont les organisations syndicales. Alors, il me semble que si on cherchait à voir quelles sont les pistes pour faciliter ce dialogue, moi, j'insisterai beaucoup sur le fait que les salariés doivent accorder du prix à leur représentation. Hein. Donc ça me paraît un point important, parce qu'il y a des doutes en ce moment sur la représentativité syndicale. C'est un sujet en pleine évolution. Je pense qu'il faut que les salariés comptent sur leurs représentants. Il faut qu'ils soient exigeants avec leurs représentants. C'est le premier point. J'aurais une deuxième idée, ce serait de dire il faut voir la vérité en face. On a à plusieurs reprises dit ce mot-là, la réalité des choses. Le monde n'est pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et donc, dans une entreprise, accepter pour les salariés de voir les choses comme elles sont, c'est parfois aussi éviter des désillusions. Pour ne prendre qu'un exemple, très rapidement. Alors je m'arrête si vous voulez bien. Oui. Je pense que ça n'est pas rendre service aux salariés que de les entretenir dans l'illusion. Le meilleur service qu'on puisse leur rendre, c'est leur dire la vérité. Merci. Il est temps désormais de rendre l'antenne. Gervais Pellissier, Henri Mial, Hubert Duménil, Philippe Lédier, je vous remercie très chaleureusement d'être venus ce soir. Chers téléspectateurs de KTO, merci de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain mardi des Bernardins, le 18 novembre, qui aura pour thème « Les droits de l'homme sont-ils universels ?» Merci à tous, très bonne soirée.